Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique sur JMTV+, le bœuf politique dans lequel je reçois aujourd'hui quelqu'un que vous avez l'habitude de voir ailleurs. On dit que le cordonnier n'est jamais bien chaussé, ça se justifie encore aujourd'hui, car celui que je reçois aujourd'hui pour vous a une certaine proximité sociologique avec moi, mais on ne l'a jamais vu sur JMTV+. Chers téléspectateurs de JMTV+, je vous prie de recevoir avec moi Sa Majesté Lumagloire Kemayou. Bonsoir, Lumagloire. Ah ben, quel accueil! Bonsoir. Merci de m'accueillir. Comment ça va? Très bien, et toi? Je tiens bon, comme Tamné Pius, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Tamné Pius, c'est un chanteur camerounais qui chantait « Oh, Tamné Pius, tiens bon, tu ne tiens pas bon, tu es fichu, donc je tiens bon comme lui. » Voilà. Alors, Lumagloire, Oui. on dit souvent dans un adage bamileke, puisque nous avons cette proximité sociologique ensemble, on dit à bamileke que la femme qui est enceinte finit par accoucher. Absolument. Et quelqu'un qui t'était un peu proche avait chanté « Il n'est jamais trop tard ». Pierre Tchana. Pierre Tchana. Et quelqu'un en France lui avait répondu « Trop tard, il est trop tard désormais ». Non, ça c'est pour rire. Ça c'est Charles Aznavour que j'adorais aussi. Bon, Lumagloire, pourquoi j'ai voulu qu'on se parle aujourd'hui? Je souhaite que nous commentions les actualités politiques sur le continent africain. Et nous allons commencer par le Togo. Pourquoi le Togo? Parce qu'avec ton ami Jean-Paul Awolete, vous avez écrit un livre intitulé Togo, une démocratie en construction. Togo, une démocratie en construction. Je plaide coupable. Tu plaides coupable. Oui. Bon, on va d'abord expliquer aux téléspectateurs pourquoi on se tutoie. On se connaît, je crois. Tout à fait, oui. Est-ce que tu te souviens où, comment, à quelle heure, à quelle occasion on s'est rencontrés? Alors, je ne sais pas s'il faut livrer tous ces détails aux téléspectateurs et aux internautes qui regardent, mais... Si. Je donnerai un bout, tu compléteras. Oui, d'accord. Alors, c'est une vieille rencontre qui remonte à plus de 20 ans aujourd'hui, au tout début de la chaîne de télévision africaine qui est basée sur le... Non, je sais même pas si on peut dire que c'est basé au Cameroun, mais c'est une chaîne de télévision qui est détenue par un Camerounais. Donc, au début de son aventure, nous avons été ensemble pour la couverture d'une Coupe d'Afrique des Nations, pour le sommet également des Union européenne-Afrique. À l'époque, on disait Union européenne-Afrique puisque le Maroc ne faisait plus partie de l'Union africaine. Depuis, c'est devenu Union européenne, Union africaine. Et donc, la chaîne en question, c'est Vox Africa. Ah, bon. Oui, c'était déjà pour ce sommet-là, mais ce n'était pas il y a 20 ans. C'était il y a exactement 13 ans et 6 mois, ou 13 ans 7 mois si tu veux. Nous rencontrâmes samedi 7 décembre 2007 à Lisbonne, à ce sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne et Afrique, où Robert Mugabe était très contesté, mais finalement les autres chefs d'État africains ont fait bloc et il a été présent. Tu comprendras pourquoi je te ramène sur cette histoire, sur cette historique-là aujourd'hui, plus tard. C'est ce jour-là donc que nous nous rencontrons et tu étais journaliste pour la BBC, je crois bien. Oui. Et moi, j'ouvrais la chaîne Vox Africa avec ce sommet-là. Vox Africa qui était basé à Londres. Est-ce qu'il est toujours basé? Je ne sais pas. Voilà comment on s'est donc rencontrés. Tu comprendras pourquoi, car ce jour-là, j'avais rencontré un illustre personnage et tu le connais et il te concerne. Tu le verras à la suite. Bon, Lumagloire Kemayou, tu es journaliste, éditorialiste, président du club de l'information africaine. Tout va bien jusque-là? Jusque-là, tout va bien. Bon, tour à tour, correspondant de médias camerounais en France. Tu as été à la BBC, ça je l'ai déjà dit. Radio Vatican, c'est Jésus qui t'avait nommé ou quoi? Jésus revient. Faut garder la foi. Oh, il était venu au temps des cathédrales, quoi.
Le monde est entré dans un nouveau millénaire. Bon, voilà, tu as travaillé sur Télé Sud. Je m'en souviens, j'étais avec trouvé un jour avec Serge Pambou qui voulait me faire faire l'essai de 5 ans pour y travailler. Alors que, bon, allez, on va poursuivre. Tu commentes régulièrement l'actualité africaine dans plusieurs médias en France. Je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire la pub. J'en ai déjà beaucoup fait comme ça. Donc, tu as pignon sur rue. Ton co-auteur a été directeur du groupe de presse togolais Focus Info, Jean-Paul Agbo Awelete, diplômé de l'université de Reims-Champagne, école supérieure de journalisme à Paris. Voilà. Lui, Kemayou. Il est toujours directeur de publication à Focus Info. C'est pas encore terminé. Non. Bien. Cher confrère, oui. Je souhaite que ça se termine et que tu restes longtemps directeur de publication, que tu publies bien, mais surtout très bien. Bien, Lumagwa Kemayou, tu me permets de lire la 4e page de ce livre qui, malgré le fait que son actualité est un peu derrière lui, peut rester dans les librairies pour du travail de mémoire. Hein. Livre 30 ans après le soulèvement populaire d'octobre 1990 et au bout de 27 ans de rounds de négociations entre pouvoir et opposition, le Togo a renforcé son architecture démocratique grâce aux réformes constitutionnelles et institutionnelles intervenues en mai 2019. Celle-ci remet sur les bons rails un processus démocratique amorcé par la jeune nation au lendemain de son indépendance en 1960, mais vite interrompu par le coup d'État intervenu dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963. Vous vous souvenez ce coup d'État qui renversa Sylvanus Olympio et relancé par la Conférence nationale souveraine de 1991 avec un succès mitigé. C'est l'histoire de ce processus et de ses acteurs majeurs que les auteurs racontent dans ce livre. Il paraît à la veille de l'élection présidentielle du 22 février 2020, les Togolais accordent un intérêt particulier à cette élection. Plus que les législatives et les locales, c'est probablement le scrutin majeur du pays. Le camp du président sortant Faure Gnassingbé mise sur les indicateurs socio-économiques qui lui sont favorables pour solliciter un 4e mandat. Quant à l'opposition, elle espère transformer ce rendez-vous électoral en un référendum pour ou contre un nouveau mandat du candidat du parti Union pour la République, UNIR entre parenthèses, et entre les deux, il y a le peuple souverain, lequel des deux camps aura les faveurs des électeurs. Le livre ne répond pas à cette question. Il vous donne les clés pour accéder au chantier de démocratisation du Togo et évaluer l'état d'avancement des travaux. Ce livre est donc intitulé Togo, une démocratie en construction, publié chez Michel Lafon, ici à Paris. Alors, la première question qui passe à l'esprit d'un téléspectateur et du journaliste que je suis, Lumagwa Kemayou, pourquoi avoir choisi de publier ce livre à la veille des élections présidentielles au Togo? Pour une raison simple, c'est que d'une part, l'histoire du Togo fait que ce pays a été le premier pays africain à avoir subi un coup d'État militaire. Donc, logiquement, c'est le pays qui était montré comme le contre-exemple parfait du processus démocratique sur le continent africain. La deuxième raison, c'est que de 1960 jusqu'à 2020, il y a un chemin qui n'a pas été un long fleuve tranquille, qui a été parcouru par les Togolais, aussi bien les acteurs politiques que la population, pour se réapproprier ce parcours démocratique qui avait été dévié en 1963. Et donc, l'élection de 2020, l'élection présidentielle de 2020, arrive un peu comme la consécration d'une lutte qui a duré depuis 1963. Et donc, c'est pour ça que ça avait tout son sens de documenter ce parcours-là et de montrer tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour
échapper dans un premier temps à la démocratie, puis revenir à la démocratie et donc sauvegarder ce processus en quelque sorte qui devient aujourd'hui une espèce de chantier entre les mains du président qui a depuis été élu en 2020 pour diriger les destinées du pays pour les 5 prochaines années. Donc il y avait besoin de replonger dans l'histoire pour expliquer ce qui s'est passé aux jeunes générations, puisque faut pas oublier que sur le continent africain, la pyramide des âges est telle que les personnes jeunes sont plus nombreuses que les personnes âgées, et souvent ces personnes qui sont jeunes là n'ont pas suffisamment de projection dans le passé pour se faire une opinion la plus complète possible de la scène politique dans laquelle évoluent les différents acteurs. Donc nous avons voulu leur offrir ce livre comme un outil de prise de décision afin qu'ils mesurent le chemin qui a été parcouru et surtout sachent sur quelle pierre ils ne devront plus buter pour que le processus dérape dans les prochaines années. Que répondrais-tu à ceux qui vous font le reproche, à toi et à Jean-Paul Agbo Aoulé, d'avoir publié ce livre avec les élections par simple calcul? Ils ont le droit de le dire, c'est leur opinion. Notre opinion, c'est que nous avons le droit en tant que journalistes de nous intéresser à notre histoire. Il y a actuellement une vague qui est en train de partir depuis les États-Unis sur les questions à la fois de racisme et de mémoire pour dire il faut déboulonner les statuts. Avant de déboulonner les statuts, il faut connaître l'histoire et notamment l'histoire des personnalités qui ont marqué la vie des nations. Et je pense que nous avons joué notre rôle en remettant ces personnalités-là, puisqu'il y a un passage dans le livre qui permet de parler des différents acteurs qui ont joué peu ou prou un rôle important dans la vie politique du Togo, notamment dans son processus démocratique. Nous leur accordons tout un chapitre dans lequel il y a une place. Par exemple, comment? Sylvanus Olympio, outre Sylvanus Olympio, qui d'autre? Oui, il y a le président Olympio. Nous ne revenons pas sur son parcours parce que dans le livre, on évoque l'action qui a été la sienne, mais on parle de tous les acteurs qui sont encore vivants aujourd'hui. Certains sont morts entre-temps. Yaovi Agboibo, par exemple, est décédé. Nous parlons de Jean-Pierre Fabre, nous parlons du fils du premier président aussi, et nous parlons de bien d'autres acteurs qui, à un certain moment, auraient pu faire vaciller le régime. Ils l'ont fait vaciller, mais ne l'ont pas fait tomber. Donc, nous replantons tout ce décor-là et nous laissons aux uns et aux autres le temps et la possibilité de se faire leur propre opinion. Nous ne leur disons pas tel est plus important que tel autre. Ce n'est vraiment pas le rôle que nous avons voulu jouer. Nous avons voulu jouer notre rôle de journaliste, c'est-à-dire refléter la réalité telle qu'elle est. Le journalisme, ce sont les faits, et ces faits-là, ils sont sacrés. Nous avons respecté la sacralité des faits en relatant des événements, en évoquant des acteurs qui sont connus des Togolais et des partenaires du Togo. Nous ne sommes pas allés plus loin que ça. Nous acceptons que les gens aient une opinion différente de la nôtre. Nous pensons même que ce serait bien que ces opinions soient diffusées dans les livres afin que tout soit documenté et que tout soit dit sur ce qui a été le processus démocratique du Togo, mais c'est le simple fait qu'il n'y ait rien qui nous désolait. Et donc, du fait qu'il n'y avait rien, nous avons décidé, vous avez vu, avec la chute du mur de Berlin, pour les 30 ans, il y a eu beaucoup de documentaires qui ont été faits, il y a beaucoup de livres qui ont été publiés également sur la chute du mur de Berlin. Je vais rester au Togo, lui, tu m'amènes à Berlin là-bas, c'est bien Berlin. Il y a beaucoup de choses graves de saucissons. Non, non, je répondais à ta question et je faisais un parallèle pour dire que le travail que nous avons fait sur le Togo, c'est le même travail que d'autres journalistes ont fait sur la chute du mur de Berlin et c'est le même travail que d'autres journalistes font sur d'autres processus historiques dans d'autres pays. J'aimerais que des exemples soient cités sur le continent africain, car il est très difficile de faire des livres sur un pays africain. Il est extrêmement difficile. Hein, je sais de quoi je parle. Alors, lui, Magoua, le bois, tu l'as déjà mangé ou pas? Le bois. Oui, j'en ai mangé au Cameroun, oui. Tu en as mangé en Commando au Cameroun, à Douala peut-être? J'en ai mangé à Commando, à Bepanda, à Yaoundé. Oui, j'en ai mangé quelques fois.
Ah ben, j'ai un ami député là qui m'a amené en commande manger le bois. Mais je l'ai mangé, je n'ai pas cherché sa langue, je ne l'ai donc pas avalé. Donc la langue de bois avec moi, ça ne passe pas. Je vais aller droit au but maintenant. Lui, Oui, ma gloire. On t'accuse d'avoir pris l'argent du régime togolais de Faure Gnassingbé pour écrire ces livres de divertissement. Est-ce vrai ou faux? As-tu jamais touché un centime du régime togolais? j'ai touché de l'argent de mon éditeur. L'argent du régime du Togo, j'aimerais bien l'avoir. J'en ai besoin, comme presque tout le monde. Oui, j'aimerais bien le toucher. Mais comme je vous dis, l'enjeu du livre, c'était un enjeu historique, de témoignage, de mettre à la disposition des personnes qui s'intéressent à la démocratie sur le continent africain un outil qui pourrait permettre d'avoir une analyse du parcours qui a été celui des pays africains et de façon encore plus symbolique le parcours du Togo, parce que c'était quand même sur le plan à la fois des pays francophones et de l'Afrique de façon générale, c'était le contre-exemple parfait de la démocratisation. Et donc, quand on voit le chemin qui a été parcouru, si on ne le raconte pas, si on ne vous dit pas ce qui s'est passé, vous ne pourrez pas savoir comment le pays a avancé depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui pour être dans une crise profonde qui s'est répétée à plusieurs reprises. C'est-à-dire que le coup d'État n'a pas été le dernier acte du processus de démocratie. Il y a eu d'autres épisodes comme la conférence nationale où le président de la République, le président Gnassingbé Eyadema, aurait pu tomber. Qu'est-ce qui a fait qu'il ne tombe Était là pas? à l'époque depuis 24 ans déjà. Hein? Pardon? 91, ça fait 24 ans que Gnassingbé Eyadema est au pouvoir en 1991. Hein? Donc, Non, je dis Gnassingbé Eyadema, non, il est au pouvoir depuis, il était au pouvoir depuis 67. Il est mort en 95. cela faisait 24 ans qu'il était au Ah oui, pouvoir. Hein? pardon, autant pour moi, oui. Je Donc, compte bien. Hein? parce que je n'entendais pas bien, c'est pour ça que j'ai insisté. D'accord. Oui, Alors, lui, ma gloire que m'a eu. oui. Toi et moi vivons sur ces sols de France, où nous savons que les maisons d'édition, les télévisions, le cinéma, je vais être vulgaire, pardonnez-moi des lettres, n'ont rien à foutre du nègre. Je connais un seul éditeur dans cette France qui, de temps en temps, édite des bouquins des Africains. C'est mon ami Yves Michalon, les éditions Michalon. Je sais encore de quoi je parle. Mais comment arrivez-vous à faire éditer un livre qui n'est pas du tout intemporel, car il est beaucoup question d'élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo dans ce livre. Comment arrivez-vous à faire éditer en moins de 3 mois de l'élection un tel livre par les éditions Michel Lafon? Quel intérêt a-t-il à éditer un tel livre qui ne lui apporterait pas l'argent? Vous ne me direz pas que vous avez fait un best-seller, personne ne vous croirait, même pas le chien. Comment vous arrivez à faire cela? Ah, alors, moi, je ne fais pas de paris parce que c'est pas le point sur lequel je suis le plus pertinent. Je ne jouais pas aux courses de chevaux et je ne le fais pas aujourd'hui non plus parce que je n'ai aucune expertise dans le domaine. En revanche, dans mon travail, je sais que même pour vendre un papier, arriver à dire j'ai écrit un sujet et je voudrais que vous le publiez dans votre journal, il faut convaincre le rédacteur en chef. Et c'est à peu près la même démarche qui est faite quand on édite un livre. Tu as écrit un livre, tu en sais quelque chose, Jackie. Quand on écrit, c'est un parcours. C'est un parcours qui est très fléché. Donc le mien a été à la fois de me rapprocher d'un co-auteur qui me donnerait la légitimité pour parler d'un pays qui n'est pas le mien, même si je suis africain et que en tant qu'Africain, je peux avoir une expertise pour parler de la plupart de ces pays-là. Je me suis approché d'abord d'un journaliste sur le terrain qui connaît ces sujets et les acteurs qui travaillent sur le terrain. Ensuite, j'ai préparé une note d'intention avec laquelle je suis allé voir l'éditeur. J'ai essayé d'être le plus persuasif possible. C'est évident que ce n'est jamais gagné d'avance. Cela dit, j'ai pu emporter son adhésion et donc le livre a été publié. Pour ce qui est des ventes, je ne sais pas ce qu'il en est. J'ai eu une avance pour travailler sur le livre avec mon co-auteur. Et puis, depuis que le livre est paru, nous n'avons pas encore pu, puisqu'il y a eu la crise liée à la COVID-19, la crise sanitaire, qui a perturbé le plan de promotion du livre. Donc, je ne sais pas où nous en sommes aujourd'hui au niveau des ventes. Ça, c'est pour répondre à la question sur le best-seller. Mais une chose est certaine, c'est que
Le livre s'est plutôt bien vendu au début, quand nous sommes allés en faire la promotion aussi bien au Togo qu'en Belgique et ici en France. On a eu des résultats de vente sur le champ qui étaient plutôt intéressants. Maintenant, on fera le point, on verra d'ici la rentrée ce que cela produit très précisément en termes de vente pour savoir si ça a été un flop ou pas. Mais je crois qu'on a dépassé la barre des 5000 ventes, ce qui est déjà un Pardon? succès en soi. Nous avons déjà dépassé la barre des 5000 ventes, ce qui représente en soi Oh, un véritable succès de librairie au regard du contexte sanitaire que je décrivais tout à l'heure. oui. Ce n'était pas gagné d'avance, mais on verra à la rentrée. Je pourrais dire si ça a été un best-seller ou pas, mais à 5000 exemplaires vendus, je pense qu'on peut déjà dire que il y a un public qui a été trouvé. Lui, ma gloire. Oui, Soyons sérieux. Soyons sérieux. je n'essaie de faire Qui que ça, va être sérieux. acheter 5000 livres en moins de 6 mois dans ce monde? C'est même pas faisable. Si, même quand on s'appelle Michel Houellebecq, on ne vend pas 5000 livres en quelques mois, bon Dieu. Même quand on Demandons s'appelle à, demandons à André, l'éditeur ce qu'il en on ne est, vend pas autant de livres en 3 mois. Dieu ma gloire. Ne peut-on pas imaginer tout simplement que le régime togolais a acheté tous ces livres-là? Ces 5000 livres que vous pointez, parce que franchement, hey, même Michel Houellebecq ne vend pas 5000 livres en 3 mois quand même. Soyons Écoute, sérieux. écoute, Jackie, je ne suis pas en Oui. train de faire de la propagande et je pense que dans ce livre, quand tu le liras, tu pourras faire un commentaire de façon objective de la lecture que tu en auras faite. Nous n'avons pas Oui, de fait la de lecture. propagande. Pardon? De la lecture, je ferai, oui, oui, Il n'y a pas j'aurai une eu, réaction objective de la lecture, mais des ventes, quand nous même. Hein. n'avons pas fait de propagande. Donc, à ce titre, je ne sais pas pourquoi quelqu'un se sentirait au sein du régime légitime de nous dire, vu que vous nous avez caressé dans le sens du poil, nous achetons le livre et nous en achèterons dans une telle quantité que vous rentrerez dans vos frais ou l'éditeur rentrera dans ses frais. Je pense pas que c'est ce calcul-là qui a été fait. Quand je vous dis qu'on a 5000 qui ont été vendus, c'est que par exemple, quand je suis rentré sur les statistiques d'Amazon pour les ventes en ligne, je ne sais pas si au Togo, ils achètent beaucoup via Amazon, mais sur Non, Amazon, bien sûr que non. Togo, non. voilà. En Donc, Afrique, très peu, en Afrique noire francophone, très peu sont ceux qui utilisent les cartes bancaires. Et on ne peut pas acheter voilà. sur Amazon sans prendre sa carte bancaire. Donc, tout ça, j'ai du mal à comprendre. Donc, voilà. Quand je dis que sur Amazon, nous avons fait un très bon score, qu'on a été pendant plusieurs semaines parmi les 5000 meilleures ventes sur Amazon, je n'ai pas l'identité des gens qui ont acheté, mais ça s'est étalé sur plusieurs semaines. Si le régime achète sur plusieurs semaines pour nous permettre d'avoir de l'argent, je peux l'en remercier, puisque l'objectif, c'est quand même d'être lu au bout du compte. Oui, je les en remercierai, mais je ne pense pas qu'ils aient été les seuls à acheter ce livre. Par ailleurs, j'ai pas les retours côté librairie pour vous dire dans quelle librairie et dans quel pays ça s'est le mieux vendu, mais pour l'instant, après le point que j'ai eu avec l'éditeur il y a quelques jours, il m'a dit très vaguement qu'on a 5000 au moins qui ont déjà été vendus et que j'en aurai le détail plus tard. Je m'en tiens à ce que me dit l'éditeur. S'il m'a menti, tant pis pour moi. S'il a dit vrai, ben, je suis content pour mon co-auteur et moi. Cela signifie qu'on a fait un livre qui répondait à un besoin à un moment précis de sa parution. Donc tant mieux, il a trouvé son public, je ne vais pas m'en plaindre. Non, non, on ne veut pas cracher dans la soupe vu le temps qu'on a mis à la faire bouillir. Et comme nous avons commencé cette émission en chantant, j'ai envie de te chanter quelque chose encore. Oui. Param, pam, 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 pam. Est-ce que ce monde est sérieux? Pararam. Est-ce que Ah, ce tu es monde est plus vraiment intégré sérieux? que moi, Jackie. Tes références sont Cabrel, si je ne me trompe pas. Parce que est-ce que ce monde est sérieux? Si on vend Togo, une démocratie en construction, 5000 livres en quelques mois, c'est que ce monde est vraiment formidable. Bon, les élections Je sont voudrais donc bien juste te rassurer sur un point, Jackie. Oui. L'Afrique, l'Afrique étonne et elle étonnera encore. On peut faire beaucoup de succès, on peut avoir un peu plus de succès avec des livres sur d'autres thématiques.
dans d'autres pays et dans d'autres langues, mais j'ai la faiblesse de penser que si nous faisons notre travail et si le public reste attentif par rapport à ce qui se dit sur lui, ce travail peut avoir un écho. Et quand il a un écho, ça se traduit souvent par des résultats en termes de vente. Donc, je pense que ça peut être la conséquence de cela aussi. Ceci peut expliquer cela. Je ne vais pas prendre le violon du tout. Mais bon, Michel Lafont, est-ce à vous que je dois envoyer une demande de subvention pour JMTV+, ou bien je l'adresse directement aux auteurs, lui, Magloire Kemayou et Jean-Paul Abo Awele? Peut-être que vu l'argent qu'ils ont eu, peut-être ils vont nous filer un peu de sous. Parce que là... encore, pour l'instant, j'ai eu une avance de frais pour le livre, pareil pour Jean-Paul Agbo, mais j'ai pas eu de subvention de la part de la maison d'édition. Je suis pas certain qu'il fasse de la subvention, mais... C'est JMTV+ qui veut la subvention, parce que vu l'argent qui est tombé, 5000 livres, c'est quand même beaucoup d'argent. Le livre se vend à 9 € et poussière, 9,95 €, 5000 francs CFA. Si on en vend 5000, c'est qu'il y a beaucoup de fric quand même entré. Donc, lui, ma gloire, mon frère, donc là où tu es là, tu as l'argent, tu ne vas pas de ma part. Jackie, si on prend l'histoire par ce bout-là, on n'est pas tout à fait juste. Parce que un livre comme celui-là, nous avons choisi de le vendre pas trop cher parce que l'objectif, c'était pas de se faire de l'argent. Généralement, un livre comme celui-là, c'est au minimum 15 € le livre, au minimum. Et sur le continent africain, tu sais bien que 5000 francs CFA, ça fait pas 10 €, comme c'est le cas sur le continent européen. Donc, l'idée, c'était vraiment pas de se faire de l'argent. Et après, une fois qu'on a vendu 5000, il faut retirer la part qui revient à chacun des auteurs. Nous sommes deux à nous partager cette part-là. Il faut retirer ce qui revient au réseau de distribution, il faut retirer ce qui revient à l'éditeur et il faut retirer ce qui revient aux impôts. Et quand vous avez fait toutes ces soustractions-là, je suis pas certain qu'il reste grand-chose dans la cagnotte. Bon, quand tu n'as gagné que 2 €, on va multiplier ça par 5000. Je veux savoir combien c'est quand même 5000, c'est beaucoup, hein. Et surtout, c'était il y a quelques semaines, donc ça doit être monté à 6000 maintenant. Donc, c'est un livre qui marche bien. Ben, on verra à la fin de l'année, parce que c'est à la fin de l'année qu'on verse le reliquat. À qui l'audit-tu? N'oublie pas que j'ai écrit, tu sais que j'ai écrit un livre, donc je sais à quel moment verser du 3e, quoi que ce soit. Bon. Du Magloire, on laisse passer une petite page de pub et on se retrouve pour la seconde et dernière partie de cette émission. À tout de suite. À tout de suite. Ce programme vous est proposé par Deviséo Fret, spécialiste du transport international Afrique, DomTom, Océan Indien, USA et Asie. Retrouvez-nous sur www.deviséo-fret.com ou par téléphone au +33 237 139 851 423. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.